Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Une violente tempête a balayé le sud-ouest et l'Auvergne, provoquant de gros dégâts dans les Landes et à Bordeaux. Dans les Vosges, c'est la pluie battante qui provoque des inondations. Il n'a pas craqué, il n'a rien montré. 20 ans après les faits, le tueur en série Francis Aulme était au centre d'une reconstitution du meurtre de 2 enfants à Montigny-les-Metz. Il nie être l'auteur du crime. Les derniers chiffres de la violence conjugale montrent une aggravation du phénomène. Plus de 160 femmes par an meurent sous les coups de leur mari. C'est le dossier de cette édition. Ils ne sont plus que 3. Laurent Fabius, Ségolène Royal et Dominique Strauss-Kahn ont officiellement déposé leur candidature pour porter les couleurs socialistes à la présidentielle. Hier, Jack Lang a renoncé à son tour. Nouvelle alerte sur la bombe atomique. La Corée du Nord promet de procéder à un essai nucléaire sans fixer de date. Tollé général, les États-Unis ont saisi l'ONU. Enfin, la publication de la cote des prénoms pour 2007. Clara détrône Léa chez les filles, Matteo devance Mathis et Enzo chez les garçons. Et avant de développer ces titres, on fait le point tout de suite sur un détournement d'avion intervenu il y a un peu plus de 2 heures et qui est peut-être en train de se dénouer sans effusion de sang. Il s'agit d'un Boeing 737 de la compagnie turque, Turkish Airlines, avec 107 passagers à bord, qui reliait Tirana à Istanbul. 2 pirates de l'air souhaitaient apparemment protester contre le prochain voyage du pape en Turquie. L'avion s'est posé sur l'aérodrome de Brindisi, dans le sud de l'Italie. Dorothée Cochard. C'est ce type d'appareil, un Boeing 737 de la Turkish Airlines, qui est en ce moment bloqué sur le tarmac de l'aéroport de Brindisi, dans le sud-est de l'Italie. À bord, 107 passagers retenus en otage jusqu'à il y a encore quelques minutes. La police italienne vient d'annoncer la reddition des preneurs d'otages qui demandent l'asile politique. L'avion est parti de Tirana, la capitale albanaise. Il devait atterrir à Istanbul dans l'après-midi, mais au-dessus de la Grèce, 2 pirates de l'air détournent l'appareil. Des avions de chasse F-16 décollent et le forcent à atterrir à Brindisi. À Istanbul, les familles sont toujours dans l'attente, même si on ne compte que 6 ressortissants turcs parmi les 107 passagers. Ces familles nous expliquent qu'elles disposent encore de très peu d'informations. Mais selon la police italienne, les pourparlers auraient tourné autour d'un message que les pirates de l'air voulaient transmettre au pape Benoît XVI. Il protestait contre sa venue en Turquie prévue en novembre prochain, une visite controversée depuis que le pape a associé dans un discours violence et islam. En direct de Brindisi, par téléphone, on retrouve Claude Sampère. Bonsoir Claude, apparemment les preneurs d'otages, les pirates de l'air viennent de se rendre. Effectivement, apparemment, on est en train de vivre le dénouement de cette prise d'otage. La police italienne, il y a quelques minutes, vient d'annoncer la reddition des 2 preneurs d'otages. Selon certaines informations, les passagers, à l'heure actuelle, seraient en train de quitter l'appareil. Je ne peux pas vous confirmer directement cette information, car la presse, à l'heure actuelle, est bloquée très loin de l'avion. Et donc, plusieurs sources ici nous disent que les passagers, à l'heure actuelle, seraient en train de quitter l'appareil. En tout cas, depuis l'arrivée de l'avion, vers 18h30, les négociations étaient en cours. Les pirates de l'air, apparemment, voulaient rencontrer la presse pour délivrer un message au pape. La police et les autorités locales ont mené ces négociations et apparemment, il y a quelques minutes, on a connu la fin de cette prise d'otage puisque les 2 pirates de l'air se sont rendus. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas eu de tir, il n'y a pas eu d'assaut. Les 2 pirates de l'air se sont rendus sans aucun problème et ils auraient demandé l'asile politique aux autorités italiennes. Merci Claude pour cette toute dernière précision, donc en direct de Brindisi en Italie où s'est posé cet avion après avoir été détourné. Des vents à 160 km/h, près de 300 000 foyers privés d'électricité, le tramway de Bordeaux paralysé, c'est donc un gros coup de tabac qu'ont connu le sud-ouest et l'Auvergne ce matin. Soulagement tout de même, malgré les nombreuses chutes d'arbres et de cheminées, le pire a été évité. Il n'y a pas de victimes. Sur place, Francis Mazoyer, Bernard Bonnard. Un simple parapluie, protection dérisoire pour cette Bordelaise face à de telles rafales de vent. Ce matin, elles ont été d'une rare violence. Au maximum 166 km/h sur la côte aquitaine. Conséquence de nombreux bateaux échoués ou projetés au pied d'un immeuble comme ce catamaran. On ne compte plus les arbres arrachés par le vent. Il a duré peut-être 1h30, 2 heures en gros. Mais le peu qu'il a duré, croyez-moi que c'était vraiment... il soufflait vraiment. Ils disent 130 km/h. Mais enfin, par rapport aux arbres là qui sont plus centenaires, là, je pense qu'il devait souffler davantage. Centenaires ou pas, certains sont tombés comme des fétus de paille sur des maisons
Chez cette habitante d'Arcachon, les dégâts sont importants. En Gironde et dans les Landes, les pompiers ont effectué 1500 interventions. Impossible néanmoins de régler tous les problèmes. On a eu un chêne qui est tombé sur l'alimentation électrique. Avec les racines, s'arracher les compteurs d'eau. Plus d'électricité là. Donc plus d'électricité, voilà. L'eau vient d'être rétablie, mais plus d'électricité. Il y a encore 143 000 foyers privés d'électricité. C'est la mobilisation générale. Des agents grévistes opposés à la privatisation de GDF sont venus donner un coup de main. Bilan de la journée, aucune victime, mais 3 blessés légers, 2 élèves de CE2 et leur courageuse institutrice de cette école bordelaise. Il y a eu un gros appel d'air sans doute, le vent s'est engouffré par la porte, a déséquilibré la cloison, qu'elle a essayé dans un premier temps de manière très héroïque de retenir pour que le maximum d'élèves s'enfuient. Quand elle était à bout de force, la cloison s'est effondrée. La tempête s'est calmée en fin de matinée. Il faudra maintenant plusieurs jours pour évaluer la totalité des dégâts. Et pour ne rien arranger, on s'attend aussi à des coupures de téléphone fixe et portable dès ce soir, cette nuit, ce qui va compliquer la tâche pour les personnes isolées, s'il en reste. Météo France avait également donné l'alerte dans l'est de la France, en raison cette fois de très fortes pluies. L'eau est montée très vite, le département des Vosges est le plus touché. Sur place, Jenny Briffa, Virgile Liado. La pluie tombe sans discontinuer depuis hier soir dans l'est de la France. Une pluie dense, plus d'1 mètre d'eau s'est abattue aujourd'hui dans les Vosges. Dans ce département, partout les cours d'eau ont débordé. Certains villages comme Rambervillers se sont retrouvés piégés par la montée des eaux. Les vitrines des magasins commencent à casser sous le poids de la pression de l'eau. Donc on évacue toutes les personnes encore qui pourraient être en danger et on essaye de limiter les badauds au maximum pour éviter tout risque d'accident. Dans les rues, seuls les tracteurs peuvent passer. À leur bord, des habitants ou des commerçants qui viennent constater les dégâts. On a essayé de mettre en hauteur tout ce qu'on pouvait mettre en hauteur, mais bon, l'informatique, à mon avis, c'est fichu. Les 7000 habitants de Rambervillers ont tous été surpris par la rapidité de la montée des eaux. Ah, j'ai plus rien. Je vous jure, ça fait 18 ans que je suis ici, j'ai jamais vu ça. C'est que du matériel, mais c'est dur. Ça va aller. Merci. 70 pompiers ont été mobilisés dans ce seul village. Il y a des bouches d'égout qui sont levées, vous risquez de tomber dedans, hein. Patrouille, sauvetage, ils sont intervenus plus d'une centaine de fois rien que dans ce village. Et dans le reste du département, 300 hommes ont été mobilisés pour 1500 interventions. En Meurthe-et-Moselle, plusieurs routes ont été coupées. C'est monté d'un coup quoi. La camionnette qu'on n'a pas pu sortir là, bon maintenant on va pas... On peut plus rien faire pour elle quoi. Donc ça se calme, on sort les serpillères, les éponges, les seaux et puis on éponge. La pluie ne devrait cesser qu'à minuit dans la région et le vent devrait se lever. Les pompiers restent mobilisés. Et puis image de Saint-Dié, à quelques kilomètres de là, où on a compté jusqu'à 1,20 m d'eau dans les rues. Le lycée est resté fermé, le secteur est difficilement accessible. La Meurthe a également dépassé sa cote d'alerte jusqu'à 4 mètres par endroit. Restez prudents si vous habitez la région. 11 départements restent placés en alerte orange. Jusqu'à ce soir minuit, on attend l'équivalent d'1 mois de précipitations au total sur les 30 dernières heures. C'est officiel, les 30 membres de la mission d'information parlementaire sur l'usage du tabac dans les lieux publics ont adopté leur rapport tout à l'heure, on en parlait hier. Ce rapport prévoit, vous le savez, une interdiction totale de fumer dans tous les lieux publics au plus tard le 1er septembre 2007. Il sera remis au gouvernement cette semaine. Nathalie Sapena, Alain Locassio. Voici une image de la République qui va disparaître. Le président de l'Assemblée nationale passe à chaque séance devant le bureau de tabac. Il a annoncé ce matin sa fermeture prochaine. Ce petit tabac était installé ici depuis 1879. C'était une institution et ça, oui, de partir à la retraite, ça m'était complètement égal. Au contraire, ça me plaît plutôt. Mais que tout ça soit supprimé, oui, ça me fait un peu mal au cœur. Je trouve que c'est un peu ridicule. Le tabac de l'Assemblée, il vend aussi des journaux. Pour Claude Évin, auteur de la première loi en 1991 contre le tabagisme, c'est une grande avancée. La mission sur le tabac s'apprête à réclamer un décret pour interdire de fumer dans tous les lieux publics. Moi, j'aurais souhaité que ce soit une loi qui soit adoptée. On en a encore le temps dans la fin de la session parlementaire, mais cela aurait notamment permis qu'on passe à une interdiction totale de fumer dans les lieux de travail et dans les lieux collectifs.
Un rapport voté ce soir par les 30 membres de la mission sur le tabac, qui est la dernière étape avant une décision du gouvernement, aux grandes dames des défenseurs de la liberté de fumer. Je suis à la fois respectueux de la loi et de la liberté des autres, mais de grâce quand même un peu d'espace de liberté individuelle. Le président ferme le bureau de tabac et développe le salon de coiffure. J'y vois une attaque personnelle que je ne lui pardonnerai jamais. À l'Assemblée nationale, les nouvelles règles s'appliqueront à tous, aux visiteurs qui ont déjà ordre de fumer sur le perron et aux députés qui conservaient jusqu'ici le privilège de fumer à l'intérieur. En tout cas, les représentants des 34 000 débitants de tabac menacent à nouveau de descendre dans la rue, comme en 2003. Inquiétude aussi chez les cafetiers et même les restaurateurs. Nicolas Lemarinier, Abdelzouiwesh. Ici, on a voulu anticiper la loi. Depuis un an, ce bar lillois était non-fumeur. Résultat, 60% de clients en moins. C'était perçu comme une interdiction, alors que moi, c'était juste proposer un espace non-fumeur sans plus, quoi, voilà. Depuis, le patron a fait machine arrière. Maintenant que j'ai appris que c'était redevenu fumeur, c'est vrai que je reprends du plaisir à revenir ici. Bretagne, dans le seul bar de ce petit village, on est prêt à tout pour que les fidèles restent au comptoir. Le patron relaye la pétition de son syndicat pour la liberté de fumer dans les débits de tabac et il accepte même de se lancer dans des travaux. Le bar tabac voisin situé à Château-Laudrin, il a installé un système de ventilation cet été et aujourd'hui on peut rentrer dans son établissement, on ne sent pas du tout le tabac et au moins tout le monde est content, le fumeur et le non-fumeur. Cet après-midi, pendant que la mission bouclait son travail à l'Assemblée, nous avons voulu voir si l'interdiction était respectée gare Saint-Lazare. Cigarette en main, nous avons pu déambuler pendant 2 heures sans être inquiétés, provoquant la gêne des non-fumeurs, mais pas leur colère. Le tabagisme passif fait chaque année 5000 victimes en France. Il a 47 ans, il a déjà été condamné 6 fois pour meurtre. Le tueur en série Francis Saulme était au centre d'une reconstitution aujourd'hui à Montigny-lès-Metz en Moselle. Il y a 20 ans, 2 garçonnets avaient été tués près d'une voie de chemin de fer. Des témoins affirment l'avoir vu sur place à l'époque. La journée était donc très attendue par les familles des 2 victimes. Elle n'a finalement rien donné. Anouk Burel, Mathias Second, Laurent Desbois. L'air absent, peu bavard, toute la journée, Francis Saulme semble découvrir des lieux qu'il avait pourtant décrits. Il dit ne se souvenir de rien. Ni de la présence des enfants, Alexandre et Cyril, assassinés ici il y a 20 ans à coups de pierre. Ni des lieux du drame, cette voie ferrée désaffectée sur un talus à Montigny-lès-Metz. Le double meurtre porterait pourtant sa quasi-signature criminelle selon les enquêteurs. Lui nie aujourd'hui catégoriquement être l'auteur des faits. Il a donné une position, me semble-t-il, relativement précise, relativement claire, relativement ferme, consistant à dire que ce talus, il n'était pas monté dessus et que ses enfants, il ne les avait pas vus. Toute la journée, Francis Saulme a refusé de monter sur le talus et de se prêter à cette reconstitution, revenant sur ses propres déclarations, assurant aux familles avec lesquelles il partageait un bus toute la journée que ce n'était pas lui. Des paroles qui résonnent particulièrement aujourd'hui, jour anniversaire de l'enterrement des enfants. On surpasse tout ça, hein, et des choses horribles. Hein. C'est pas une tuerie, c'est un assassinat. On ne veut pas de coupable de substitution, je l'ai dit à plusieurs reprises. Pour renvoyer Francis Saulme ou un autre, il faudrait avoir un dossier certain, avec des preuves irréfutables. Plus tard dans l'après-midi, Francis Saulme n'a pas reconnu les témoins qui disent l'avoir vu le visage ensanglanté ce jour-là. Pas d'aveu, peu de charges. 20 ans après les faits, la justice ne tient toujours pas son coupable. En bref, des nouvelles de l'enquête sur l'agression de 2 CRS dans le quartier des Tarterets à Corbeil-Essonnes. La thèse du guet-apens n'est plus privilégiée par les enquêteurs, sans être formellement écartée. Elle avait été avancée dès le départ par le préfet du département, reprise par Nicolas Sarkozy. Eh bien, le procureur de la République n'exclut pas une agression spontanée, entre guillemets. Rappelons que 5 personnes sont mises en examen dans ce dossier. Les derniers chiffres de la violence conjugale, loin de diminuer, le nombre de plaintes est en augmentation selon le rapport 2006 de l'Observatoire de la délinquance. Il est difficile de savoir si c'est le phénomène lui-même qui prend de l'ampleur ou les victimes qui n'hésitent plus à porter plainte. En tout cas, tous les milieux sociaux continuent d'être touchés. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Laetitia Legendre, Marie Cazot. Fatiguée ce matin, je fais un cauchemar. Le matin au petit déjeuner, il y a souvent ces cauchemars.
Et pourtant, ces deux jeunes femmes sont à l'abri. Il y a quelques mois, elles ont quitté la violence de leur mari, leur domicile, leurs amis, pour trouver refuge en ce centre d'hébergement qui accueille une quinzaine de femmes. Il m'a quand même fracturé le nez, cassé le nez. C'était un jour bien, le lendemain c'était une catastrophe quoi. Il abusait de mon corps quand je voulais pas. C'était quand même des rapports forcés, donc il avait saigné mon corps quoi. Donc je me sentais énormément sale. Et à un moment donné, j'étais arrivé que je voulais plus vivre quoi. J'ai fait quand même plusieurs tentatives de suicide et je me suis dit bon, il faut arrêter quoi. Tout arrêter, porter plainte, Sabine y a bien pensé mais n'a pas osé. Elle qui a connu des années de violence, de harcèlement, de jalousie, est partie pour que sa fille d'1 an et demi trouve enfin la paix. Quand ça crie, on rentre dans la chambre, on voit la petite qui est assise sur son lit, les yeux écarquillés. Je me suis dit, est-ce que c'est bien pour la petite de voir tout le temps ça? Les cris, de voir sa mère se faire traiter de pute, de salope. Et quand la petite commence à répéter ces mots-là, là on se dit non, stop, il faut faire quelque chose. Cette année, pour la première fois, l'Observatoire national de la délinquance a présenté des statistiques sur les violences conjugales. 24 hommes et 162 femmes sont morts suite à des violences de leurs conjoints, soit 186 victimes en 2004. Plus de 11 femmes sont ainsi tuées chaque mois par leurs compagnons. Même si j'ai subi de la violence avec lui, je l'aimais toujours, donc il y avait toujours ces sentiments-là qui m'empêchaient de... Ici, on m'a tellement aidée que je me suis dit, non, finalement, j'ai pas besoin de lui pour vivre, quoi. Moi, psychologiquement, j'étais détruite. Ces phénomènes-là, ils touchent l'ensemble des catégories sociales. Et il serait faux de croire qu'il n'y ait que les employés, que les ouvrières, je parle de catégories professionnelles, qui soient touchées par le phénomène. Les cadres le sont aussi. Plus de 100 tentatives d'homicide, 325 viols conjugaux, près de 35 000 violences non mortelles enregistrées. Les femmes mieux informées hésitent moins désormais à porter plainte et à partir. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas eu l'association? Je ne sais pas si j'aurais été encore ici. Je serais peut-être morte, je sais pas. Vous pensez qu'il aurait pu mettre fin à vos jours? Oui, c'est pour ça que je suis partie. Savoir partir à temps, savoir partir avant. Anne a eu de la chance. Aujourd'hui, un conjoint meurt tous les 2 jours suite à des violences au sein du couple. À l'étranger, d'abord le bilan définitif du carnage dans une école amish de Pennsylvanie aux États-Unis. 5 enfants ont finalement été tués. On en sait un peu plus sur les circonstances du drame. La police a également établi un portrait psychologique du forcené, un chauffeur-livreur de 32 ans. Correspondance Alain de Chalvron, Aaron Diamond. La vie reprend cas un cas dans le pays amish, rythmé par les sabots des chevaux. La communauté est sous le choc, incompréhension, tristesse, mais pas de colère. Ça n'est pas chrétien, la colère, et les amish prennent les évangiles à la lettre. C'est Dieu qui a permis ça. C'est une façon d'éprouver notre foi, notre force et notre devoir de pardon. Il ne faut pas tomber dans la rancœur qui est peut-être la cause de tout cela. Ce sont finalement 5 fillettes qui ont été tuées dans l'école du village. Une autre est dans un état critique. Elles ont été exécutées d'une balle dans la tête par Charles Roberts, un voisin non amish, armé jusqu'aux dents. Apparemment, il n'a choisi cette école de Nickel Mines que parce que c'était une cible facile, paisible et non gardée pour accomplir une vieille vengeance. Dans le mot qu'il a laissé à sa femme, il insiste sur l'impact qu'a eu sur sa vie la mort de sa fille Élise juste après sa naissance et sur les rêves qu'il fait depuis quelques années à propos d'agressions sexuelles qu'il a commises il y a 20 ans et qu'il rêve de refaire. Il y a 20 ans, il avait alors 12 ans, Robert aurait agressé des petites filles et donc rêvé de recommencer. Tout cela paraît absurde, à moins que Roberts ait été encouragé par cette épidémie d'incidents dans des écoles, 4 en une semaine, dont 2 mortels. Une fois de plus, la presse se déclare aujourd'hui en faveur d'un certain contrôle sur les ventes d'armes. Et une fois de plus, elle se déclare sans illusion.
Après l'Iran, l'inquiétude sur la prolifération du nucléaire se déplace à nouveau vers la Corée du Nord. La dictature communiste a annoncé aujourd'hui qu'elle allait procéder à un essai nucléaire à une date non précisée afin de renforcer son arsenal face à ce qu'elle estime être la menace grandissante des États-Unis. La Corée du Nord avait déjà fait des annonces en ce sens qui n'avaient pas été suivies d'effet. Seuls des tirs de missiles conventionnels avaient été effectués en juillet dernier. Mais cette déclaration est prise au sérieux. Elle provoque une série de condamnations partout dans le monde. Washington a saisi l'ONU. Quant aux autorités iraniennes, elles ont proposé aujourd'hui à la France d'enrichir de l'uranium sur son sol pour permettre une surveillance, diversion ou réelle avancée. En tout cas, Paris écarte cette proposition alors que, vous le savez, les Occidentaux envisagent d'adopter des sanctions contre Téhéran. Enfin, sachez que c'est un Sud-Coréen de 62 ans, Ban Ki-moon, qui devrait succéder à Kofi Annan à la tête de l'ONU en janvier prochain. Ce diplomate, qui est actuellement ministre des Affaires étrangères de son pays, est soutenu par les 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. En Grande-Bretagne, le premier congrès du Parti conservateur dirigé par David Cameron. David Cameron, tout nouveau président, il a 39 ans seulement et il veut, comme Tony Blair il y a 10 ans, donner un coup de jeune à la politique. Par exemple, en apparaissant sur Internet, sur son blog, en famille, à la maison, avec femme et enfants. Il paraît que c'est moderne. À Londres, Maryse Burgot, Dominique Marotel. David Cameron dans sa cuisine, interrompu par les cris incessants de ses enfants. Qu'on se le dise, le leader du Parti conservateur est aussi un père de famille débordé. Une scène intimiste que les Anglais peuvent visionner sur Internet. Monsieur avec sa femme, monsieur débarrassant la table. Ce n'est pas un gag, c'est le blog officiel de David Cameron. Et ce serait une nouvelle manière de mener une campagne électorale. Selon cet expert des blogs politiques, ce serait même très efficace. Il veut montrer qu'il n'est pas un homme politique, simplement assis dans sa voiture de fonction, loin des préoccupations des gens, et qu'il a les mêmes problèmes qu'eux. Ce blog, qui s'adresse essentiellement aux jeunes électeurs, ne fait pourtant pas vraiment l'unanimité. Moi, je trouve ça un peu idiot. De le voir mettre ses vêtements dans la machine à laver, c'est franchement pas ça qui va me faire voter pour lui. On avait déjà vu David Cameron en défenseur de l'environnement au fin fond de la Norvège. On connaissait le jeune père attendri. Voici maintenant le bon cuisinier. La preuve, s'il en fallait une, que les élections sont aujourd'hui beaucoup une question d'image. En France, nouvelle journée de mobilisation contre la privatisation de Gaz de France. Une mobilisation qui ne grandit pas. On a compté entre 18 et 20% de grévistes à GDF et EDF selon les directions. Et entre 2500 et 15 000 manifestants selon les sources. Ici à Paris, des défilés étaient organisés également dans plusieurs villes de France. Manifestations qui n'ont pas empêché la loi d'être votée à l'Assemblée après 3 semaines de débats houleux. Comme prévu, les groupes socialistes, communistes et UDF se sont prononcés contre. Quant aux députés UMP, très partagés au départ, vous le savez, eh bien ils ont laissé de côté leurs états d'âme. 10 seulement ont voté contre, 7 se sont abstenus, 23 n'ont pas participé au scrutin. Tous les autres ont voté pour. L'Assemblée qui renouait aujourd'hui avec la séance des questions au gouvernement, séance qui s'est déroulée, vous allez le voir, dans un climat explosif. Alexandre Carra, Michael Cario. La loi que vous allez voter. Vous êtes passé à la télévision, vous pouvez vous asseoir. Une pétition contre la fusion GDF-Suez, brandie par le groupe communiste. Dans l'hémicycle, le ton est donné. Ça va, asseyez-vous, monsieur Chassaigne. Principale cible, Nicolas Sarkozy, accusé d'avoir menti en 2004 en assurant que GDF resterait public. C'est Thierry Breton qui tente de répondre. Nuit et jour, la même chose. Pendant 134 000 amendements. Je vous en prie. Après GDF, nouvelle passe d'armes, cette fois sur les expulsés de Cachan. Est-il normal que chaque fois que l'État veut régler ses problèmes, il les fasse reposer sur un élu, sur un maire, sur une collectivité locale et à la fin du compte, sur les citoyens? C'est le maire socialiste de Cachan qui a pensé faire un coup politique en utilisant la misère de ceux-là même à qui le gouvernement proposait des hébergements.
Taisez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. À 7 mois de la présidentielle, à l'Assemblée, chacun mobilise son camp, comme si la campagne avait déjà commencé. Mais calmez-vous, ça sert à rien. Et justement, côté Parti Socialiste, les candidats à la candidature ne seront finalement que 3, c'est officiel. Le dépôt des dossiers est clos. Jack Lang a annoncé hier soir qu'il renonçait. Restent donc en lice Ségolène Royal, Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn. Ils ont 1 mois et demi pour convaincre les militants. Jeff Wittenberg, Virginie Travers. Un seul des 3 candidats a participé ce soir à la réunion du PS qui entérine le début de la compétition officielle. Mais Dominique Strauss-Kahn n'a rien dit car comme ses 2 rivaux, il ne donne plus désormais que dans le genre solennel. Je suis le meilleur rempart contre la politique de la droite. J'accepte d'assumer cette mission pour la France. J'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République. Ce sera donc l'un de ces 3-là, puisque depuis hier on sait que Jack Lang ne brigue pas finalement les suffrages militants. Malgré son tour de chauffe électoral avec meetings et supporters, l'ancien ministre n'avait pas assez de relais dans le parti, pas assez de poids lourds avec lui. Au banc d'essai des finalistes, Ségolène Royal a une longueur d'avance. Elle a les meilleurs sondages et elle a l'appareil du PS, de plus en plus de cadres, de fédérations ou de leaders historiques comme Pierre Mauroy font allégeance. Dominique Strauss-Kahn, lui, parie sur sa compétence reconnue en matière économique et sur sa ligne claire, la social-démocratie. Laurent Fabius a l'expérience, il est le seul ancien Premier ministre et il s'affirme le plus à gauche, fort de sa campagne pour le non à la Constitution européenne. Les prétendants sont installés, les manœuvres peuvent commencer. Dès aujourd'hui, Arnaud Montebourg courtise Jack Lang au service de Ségolène Royal. Naturellement, il ne posera pas la question à Lionel Jospin, qui a déjà dit que ce sera tout sauf elle. C'est l'une des inconnues de la campagne. Que feront l'ancien Premier ministre et ses amis, tels Martine Aubry ou Bertrand Delanoë? Ceux-là n'ont encore rien dit, mais d'autres jospinistes ont déjà évolué vers Ségolène Royal. Il y a incontestablement une candidature qui s'impose. Pour ma part, je pense que les jeux sont faits. Autre interrogation, le choix des 90 000 nouveaux adhérents. Eux aussi ont-ils déjà tranché? Enfin, si le premier secrétaire du PS promet d'être impartial, le même François Hollande, compagnon de Ségolène Royal, constate qu'une candidature s'est installée. Et à noter que le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Jean-Marc Ayrault, vient d'annoncer sur France 3 qu'il apportait son soutien à Ségolène Royal. Il a estimé qu'elle incarne le mieux ce besoin, cette exigence de renaissance du pays. Fin de citation. À un peu plus de 6 mois de cette élection présidentielle, nous avons décidé de lancer un rendez-vous chaque semaine, tous les mardis. Il s'agit de pointer, de cerner les grandes évolutions observées depuis 12 ans à travers des reportages au plus près des Français. Premier chapitre ce soir, les classes moyennes confrontées à l'érosion de leur pouvoir d'achat. Elles seraient les grandes perdantes de ces dernières années. C'est donc le premier de ces portraits de France avant la campagne. Il est signé Daniel Wolfrom, José Boulestex. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes? Donc Patrick Lajon. Je sors de l'usine où je suis projeteur études générales, c'est-à-dire que je travaille sur des implantations, du génie civil. Patrick Lajon fait partie de ce que l'on appelle les classes moyennes. Il y a 10 ans, la famille a pu faire construire cette belle maison, les enfants étaient petits, la vie bien moins coûteuse. L'immobilier 2 fois moins cher. Une aubaine à l'époque, 6 chambres et un terrain de 1000 mètres carrés. Vous êtes bien installé là? Oui, j'avoue qu'on est bien installé. Une belle maison et une belle famille, les Lajon, avec ses 5 filles de 5 à 16 ans. Ça va, il y a un chat? Ah non. On a des poissons rouges, ça suffit, ça fait assez de bruit comme ça. En apparence, tout va bien donc, mais la réalité est plus difficile. Comme pour bien des Français moyens, le niveau de vie de la famille baisse depuis quelque temps. Et aujourd'hui, il ne serait plus question de cette maison. Elle est à combien? Elle est à 320 000 € maintenant, environ. Et si vous l'avez pas, si on l'avait pas, de toute façon, on habitera en HLM parce qu'on pourrait plus se l'offrir. Et puis il y a ce va-et-vient insolite d'enfants qui entrent et qui sortent. Alors il se passe quoi là? Je comprends pas là. Ah, il se passe, j'accueille bonjour, une amie pour lui garder son petit, voilà. La vie a bien changé. Nathalie, la mère, garde des enfants chez elle, un complément de salaire indispensable à l'éducation de ses propres filles, car la famille a du mal à s'en sortir. Vous gagnez combien par mois? Environ 2400 € par mois, en net, avec, pour mon épouse en tant qu'assistante maternelle, 900 à 1000 € par mois. Ça fait 3500 € à peu près par mois de revenus? À peu près ça, oui. Net? Net, oui. Il y a tout ce qui est EDF, GDF,
où en un an, on est passé de 190 € à 210 € en moyenne par mois, ce qui est énorme. Donc les salaires, on vit. Pourquoi? Parce qu'on a un 13e mois. Si on n'est pas le 13e mois, il n'y a pas de vacances, il n'y a rien du tout. Alors, il faut rogner sur tout. Sur l'essence, par exemple. On s'organise à plusieurs pour limiter les déplacements et limiter les coûts. Alors voilà, tous les jours, on a noté 7h30, 7h50, qui va chercher les enfants. On s'organise à 3 voisins et chacun, on a nos tours de rôle en essayant d'équilibrer dans la semaine. C'est l'heure de l'apéro. Thierry, le collègue de l'usine, a rejoint la famille. C'est clair qu'on accentue le fossé entre les salaires élevés et puis les salaires moyens qui, eux, en fait, stagnent, voire plutôt régressent. 3% d'un gros salaire, ça fait beaucoup plus que 3% d'un salaire moyen. Et si bien qu'on ne conteste pas qu'il y ait une hiérarchie dans les salaires, par contre, ce qu'on conteste, c'est l'écart qui se creuse de jour en jour, d'année en année. On n'est pas prêt non plus de respirer, entre guillemets, parce qu'entre l'accroissement, le pouvoir d'achat qui baisse et la vie de famille qui coûte de plus en plus cher, de par les études et puis en plus de par le fait aussi qu'on garde les enfants plus longtemps à la maison. Donc ça, c'est un état de fait qui fait qu'on n'est pas prêt, on va dire, de respirer, de faire surface. Partir en vacances, maintenant, c'est un luxe et on part, mais on ne dépense rien. C'est-à-dire que on est parti en Corse, mais je veux dire, on n'a pas du tout fait marcher le commerce. Il y a des sociétés qui font des gros bénéfices et la répartition de la richesse n'est pas répartie équitablement entre tous les salariés. Elle est répartie surtout chez certains salariés et les autres, ils prennent ce qu'il reste. De fait, la grande inquiétude des classes moyennes est de ne plus pouvoir transmettre à leurs enfants leur statut, avec en prime le sentiment d'un horizon social de plus en plus bouché. Économie en bref, les retards s'accumulent pour Airbus. On vient d'apprendre que l'A380 ne sera finalement pas livrée avant le premier semestre 2007, un an de plus qu'initialement prévu alors qu'on avait parlé de 6 mois. L'édition 2007 de la Cote des prénoms, Clara détrône Léa chez les filles, Matteo devance Mathis et Enzo chez les garçons. Mallory Aounou, Thierry Breton. Wilfried. Oh non, trop anglais. Tanguy. Ah, il y a le film. Hein. Matteo. Khadija Ouidran accouche dans 1 mois et question prénom, c'est la panique à la maison. Livre, site internet, il, enfin surtout elle, épluche tout. Il lui donne quand même son identité par son prénom, donc pour moi c'est hyper important parce que c'est quelque chose qu'il aura toute sa vie. Il ne faut pas que ça lui porte préjudice. Si cela peut aider, la mode est au prénom court, à l'association des voyelles. En tête du hit parade chez les filles, Léa, indétrônable pendant 10 ans, laisse sa place à Clara, Louane et Maëlys. Chez les garçons, Matteo et ses camarades en haut ont toujours la cote, mais la vague celtique menace avec Ethan, Evan ou Kylian. Des prénoms que l'on retrouve au palmarès de cette maternité. Mais pas seulement, pour ces jeunes parents, ce sera un classique, Jeanne. C'est un prénom qui passe bien pour une jeune fille, pour une dame, et pour une grand-mère. On connaît tous Jeanne Calment, mais c'était pas Jeanne Calment qui nous a décidé à choisir Jeanne, hein, bien sûr. Et pourquoi pas, après tout, Adèle, Victorine, Ernest ou Alphonse seraient sur le retour. Le prénom d'hier sera celui de demain. Il revient en fait à peu près au moment où il n'y a plus de porteur en vie de ce prénom, tout simplement. C'est pour ça que... mettons dans 10 ans, reviendront Marcel et Maurice, même si pour l'instant ça peut nous paraître un petit peu incongru. Camilla, 2 ans, compte elle sur les combinaisons aléatoires pour trouver le prénom de son petit frère. Aura-t-elle du flair? Réponse dans 1 mois. On va regarder dans le livre. Les vendanges suites, on parle souvent de la Bourgogne, du Bordelais, de la Champagne. Eh bien, il faudra s'habituer aussi à Tahiti. 50 000 bouteilles sortiront des vignes cette année. Tahiti à l'heure des vendanges, Vincent Fourcade. En Polynésie, les vendanges débutent toujours par un petit tour sur l'océan. 1/4 d'heure de bateau entre les atolls pour rejoindre un lieu unique au monde, les vignes de Rangiroa, 10 hectares de raisins à 15 000 km de la métropole. Un petit jardin d'Éden aux mains d'une vingtaine de vignerons. C'est la seule vigne ici, moi ça m'intéresse très bien de venir ici pour faire la vendange, comme j'ai jamais fait ça, quoi. On a une qualité de travail remarquable.
Vraiment, la qualité de la vendange est parfaite. Sous le soleil du Pacifique Sud, la vigne a rapidement pris racine. Et puisqu'ici l'hiver n'existe pas, le raisin pousse en permanence. On peut donc vendanger 2 fois par an, en septembre et en mai. Il y a 7 ans, quand l'aventure a commencé, les vignes donnaient à peine de quoi remplir 3 malheureuses bouteilles. Mais depuis peu, l'affaire est devenue rentable. Cette année, enfin, on va atteindre les 50 000 bouteilles, donc ça va nous permettre de pouvoir équilibrer, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. En Polynésie, au milieu du Grand Bleu, on produit donc du blanc et du rouge, un petit vin de pays né sous les cocotiers. Sport, Laura Flessel toujours en forme. La Française remporte le bronze au championnat du monde d'escrime. Elle s'est inclinée en demi-finale face à Timea Nagy, la Hongroise, qui a remporté l'or. Cinéma, on connaissait Jean-Pierre Daroussin, acteur. À 50 ans, il choisit de passer de l'autre côté de la caméra. Son premier long métrage comme réalisateur s'appelle Le Pressentiment, l'histoire d'un bourgeois qui décide de changer de vie et s'installe seul dans un quartier populaire. Le film était présenté au dernier festival de Venise. Marie-Jo Jouan, Olivier Robert. Lui prévenant, elle se laissant faire, Jean-Pierre Daroussin et Valérie Strauss visitent Venise. Entre ces deux-là, on peut parler d'harmonie. Et oh, ça suffit avec vos grands airs, vous m'impressionnez pas. Vous êtes complètement hystérique. C'est ça, vous le temps. À l'écran, changement de ton. C'est la comédienne que Jean-Pierre Daroussin a dirigée pour régler ses comptes avec la société et passer pour la première fois à 50 ans à la réalisation. Il est assez comme dans la vie, assez doux, patient, attentif, très à l'écoute en fait. Il regarde les gens avec tendresse. Il dirige et incarne un avocat grand bourgeois qui, du jour au lendemain, quitte femme et boulot pour s'installer en solitaire dans un quartier populaire de Paris. On aimerait comprendre. Il n'y a rien à comprendre. J'ai besoin d'un endroit pour dormir et pour travailler, c'est tout. Le personnage, c'est effectivement quelqu'un qui cherche à se compléter en restant pas sur ses schémas, dans ce qu'il a déterminé dans son enfance, sur son éducation, des choses comme ça. Je me rends bien compte que vous n'êtes pas un locataire comme les autres. Vous vous trompez, monsieur. Je suis un locataire comme tout le monde. Un locataire altruiste, très à l'écoute des problèmes de ses nouveaux voisins. Ah, Marguerite, c'est la vérité, n'est-ce pas? Quand vous m'avez dit tout ce qui s'est passé au sujet de la petite, et quand elle m'a parlé de vous, eh bien, croyez-moi, je n'ai pas hésité une seconde. Est-ce que ça t'ennuie de venir chez moi? Eh bien, réponds. Enfin, sois poli quand même. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Est-ce que vous demandez votre avis quand il se mettait lui-même en scène? Non. Non, 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 non. Ça c'est pas tout à fait vrai quand même. Pas mon avis, mais un regard qui complice, disait ça marche. Et même s'ils ont écrit le scénario ensemble, elle lui a laissé la place, car cette histoire ressemble à celle de Jean-Pierre Daroussin, un acteur qui s'est hissé à force de travail et de réflexion jusqu'à la notoriété. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle la principale information, le détournement d'un avion turc. L'appareil reliait Tirana à Istanbul quand il a été détourné donc par 2 pirates de l'air. Il a été forcé d'atterrir dans le sud de l'Italie par des avions de chasse. Les 2 hommes de nationalité turque se sont rendus aux autorités. Ils souhaitaient apparemment adresser un message au pape qui doit se rendre en Turquie à la fin novembre. Les 107 passagers et les 6 membres d'équipage sont tous sains et saufs. Ils en sont quittes pour une grosse frayeur. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, 20h50, un téléfilm, La volière aux enfants avec Marie-Lou Berry. À demain.